Bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour vous présenter ce point de marché du jeudi 15 juin 2017. Alors, lendemain de la Fed, lendemain de la hausse des taux de 25 points comme anticipé par le marché, comme nous attendions, la Fed qui a décidé de de parler du tapering, donc de commencer à réduire son bilan dès cette année. Donc on va voir tout ça ensemble, les impacts Jean-Marie sur les bancaires, etc., etc. Alors bonjour à vous Pascal, bonjour Jean-Marie, bonjour François. On commence, comme vous le savez tous, par l'avertissement gage sur le risque. Alors trader avec effet de levier comporte un risque élevé et ne peut être approprié à tout investisseur car vous pouvez subir des pertes supérieures à votre dépôt. Daily FX décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l'exactitude ou le caractère complet des informations contenues dans cette documentation. Alors bonjour à vous Emmanuel, bonjour Brigitte. Résumé donc de la science américaine et asiatique, globalement on a des indices qui ont été en repli hier et cette nuit. On a le dollar US qui a eu un beau mouvement baissier et ensuite c'est reparti à la hausse. Donc c'était concrètement à plat. Le 10 ans, pardon, excusez-moi, le 10 ans américain qui est passé de 2,21 à 2,12, donc il a perdu 3,79%. Du côté de la science asiatique, on a le yen qui a légèrement progressé, le gold finalement progresse, enfin en tout cas actuellement. Et, euh, et donc voilà. Calendrier économique, PIB donc néo-zélandais cette nuit qui a été publié moins bon que ce que prévoit le consensus. L'AUD, le taux de chômage, il est en progression, enfin il diminue, donc c'est une bonne chose du côté de l'AUD, moins bonne du côté du NZD. Et sinon, dans la journée, nous aurons la Banque d'Angleterre à 13 h, taux attendu comme inchangé. Ce qui se passe juste un petit point pour la Banque d'Angleterre, même si c'est pas le topic du jour. En fait, c'est l'inflation. La question de l'inflation, parce qu'avec le Brexit, enfin avec le vote en faveur du Brexit, la livre c'est effondré, hein, quasiment elle a perdu 20% en un an face à l'euro, 18% face au dollar, quelque chose, enfin dans ces horizons-là. Sur 3 ans, je n'en parle pas. Donc voilà, ça fait revenir l'inflation. Et maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que la BOE doit relever ses taux, en sachant que ça se trouve avec le Brexit, eh bien, elle devra les rebaisser de nouveau. Donc voilà, il y a une espèce de, elle est compressée entre deux étaux, l'inflation et le Brexit. Donc on sait pas, on n'a pas vraiment on ne sait pas vraiment. A priori, ce sera des taux inchangés, mais bon, la question d'une hausse des taux se pose parce que l'inflation est quand même un problème majeur au Royaume-Uni. On passe donc sur la Fed. Alors qu'est-ce qui s'est passé du côté de la Fed? Alors, on a eu globalement donc une hausse des taux de 1 à 1,25%, des taux directeurs, l'annonce du tapering. Donc qu'est-ce que c'est tapering? En fait, c'est le bilan de la Fed. Alors, pendant le quantitative easing ou oui, concrètement pendant les périodes d'assouplissement monétaire, on a les banques centrales qui achètent de la dette et donc s'endettent. À la fin du quantitative easing, enfin oui, de manière très générale, ils maintiennent cette dette. C'est-à-dire que quand la dette expire, ils rachètent le même montant. Donc la dette est la même, même après le quantitative easing, tant qu'ils ne réduisent pas le bilan. Donc le quantitative easing de la Fed, il y a eu 3 phases. La dernière phase s'est terminée en 2014, il me semble. 2014, oui, c'est ça. Et donc le bilan doit être réduit, c'est-à-dire qu'ils vont laisser de la dette s'expirer. Donc dès que la dette va expirer, ils ne vont tout simplement pas la renouveler. Alors on n'a pas d'autres informations là-dessus. Il me semble qu'on avait déjà des informations sur le tapering dès le livre beige. Donc vraiment, c'est pas une grosse surprise. Euh, et ce qu'on attend globalement, c'est davantage d'informations la prochaine réunion en septembre. Donc il y en a une prochaine, il me semble, entre les deux cet été. Mais c'est très peu probable que cet été, étant donné que les institutionnels ne sont pas présents, c'est très très peu probable qu'ils en parlent à ce moment-là. Donc voilà, septembre, concrètement, on attend des informations sur tapering. Il devrait commencer avec un faible montant, c'est-à-dire par exemple que euh, renouveler 90% des expirations et ne pas renouveler seulement 10%, par exemple, c'est vraiment un exemple, et ensuite augmenter ce taux petit à petit jusqu'à temps bien, que le bilan se réduise de façon de plus en plus importante. Voilà. Donc globalement, on attend des informations sur la réduction de la banque centrale américaine en septembre. Alors, on va regarder un petit peu les impacts qu'il y a eu. Le DXY
belle mèche baissière, enfin beau chandelier baissier en 4 heures, et ensuite ça s'est remonté. L'eurodoll, il est venu chercher une résistance importante. Voilà, les 1,1271, ça a retracé. Donc globalement, la conclusion, le niveau de prix actuel est pré-Fed, on retrouve le même prix. Donc c'était que du bruit, hein. Ce qu'on a eu, c'est de toute façon maintenant, quasiment toutes les annonces économiques, c'est que du bruit, à part quand il y a une annonce de quantitative easing ou de hausse des taux qui n'est pas anticipée, enfin en fait un début de cycle haussier de hausse des taux. Dans ce cas-là, ça crée des nouvelles tendances, ou alors des élections présidentielles, comme les élections présidentielles françaises ou élections américaines, etc. Ça crée des nouvelles tendances. Mais sinon, tout ce qui est NFP, les taux qui sont déjà anticipés, les inflations, etc., c'est que du bruit, hein. Il n'y a pas vraiment, c'est que de l'intraday. Il y a quasiment aucun impact sur du moyen long terme. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Donc, pour les prochaines annonces économiques, concrètement, si les taux sont anticipés, vous savez que vous pouvez prendre des bénéfices un petit peu plus hauts et ensuite anticiper une vente, en tout cas le sens opposé. Voilà. Donc pour l'euro dollar, on est revenu sur les 1,12. Moi j'estime qu'à 1,1167 c'est un niveau de prix intéressant. Pourquoi? Eh bien parce que on a le RSI qui s'approche de 50 et donc on avait le même scénario qui était ici. Alors, excusez-moi. On avait le même scénario que ici, moi immobilier à 20 jours, le RSI qui repartait à la hausse. Donc là ça a été annulé par la Fed, mais attention c'est encore une fois que du bruit, donc peut-être que ça m'étonnerait qu'aujourd'hui le marché va partir à la hausse parce qu'il faut que la séance européenne digère la Fed. Mais peut-être que, probablement pas demain parce qu'on est vendredi, ça veut dire vendredi c'est prise de bénéfices des institutionnels, mais peut-être que lundi, le marché décidera d'acheter l'euro. Voilà, donc moi je reste globalement haussier sur l'euro. Le dollar, je ne cherche pas à l'acheter parce que j'estime que l'annonce qu'il a eu hier, concrètement c'est, oui c'est au quiche, mais il n'y a rien d'exceptionnel, dans le sens que le livre belge avait déjà annoncé cela, donc bon, il y a pas grand-chose. Il semblerait que pendant le discours de Janet Yellen, l'inflation, le problème de l'inflation qu'il y a, donc l'inflation corps, l'inflation sous-jacente qui est sans le pétrole et l'alimentation, il réduit depuis le début de l'année, c'est-à-dire qu'il était à 2,3% en janvier, 2,2 en février, 2 en mars, 1,9 en avril, il a été publié à 1,7 en mai. Voilà, donc il réduit cette inflation sous-jacente, qui est l'inflation que surveillent les banques centrales. Il réduit et la Fed ne semble pas vraiment s'en inquiéter. Elle a dit surveiller cette inflation-là, mais elle ne semble pas s'en inquiéter comme le marché s'inquiétait. Voilà. Elle a d'ailleurs relevé ses prévisions de croissance, ce qui est plutôt normal. Baisse de l'inflation, concrètement, ça tire un petit peu aussi la croissance que des prix un peu plus bas. Donc voilà. Donc voilà pour ce qui est des prévisions de la Fed. Vraiment pas de grande surprise, donc c'est pour ça que le dollar n'a pas vraiment de tendance, ni dovish, enfin ni baissier ni haussier. L'euro-dollar, on revient sur le prix actuel, donc moi je reste haussier sur l'euro. J'estime que c'est une zone avec du potentiel. C'est la devise qui a le plus, comment dire, qui a le plus reculé face au dollar ces dernières années, et donc c'est celle avec le plus de potentiel. C'est celui dont le spread, le fameux spread entre l'euro et le dollar et toutes les autres devises majeures est le plus élevé. On passe sur le gold, donc le gold c'était le même scénario. Alors juste je vais vous faire voir un graphique. Euh, Voilà, donc c'était mon article de hier. Et regardez un petit peu la corrélation négative qu'il y a entre l'euro et le dollar. Donc j'ai envie de dire la corrélation qu'il y a entre le gold et le dollar. Si vous cherchez une corrélation totalement négative, achetez plutôt l'euro que le gold. Parce que le gold n'a pas cette corrélation-là. Vous voyez, regardez, l'euro, dès que le dollar se déprécie, l'euro s'apprécie. Et vice-versa. Et si on regarde un petit peu alors, EXY, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'euro index, comme le DXY index. Donc l'euro index, on le compare avec le DXY et on va le comparer avec le gold. Et vous allez voir que l'euro a une corrélation négative
beaucoup plus intéressante, beaucoup plus exploitable que celle du gold, malgré que le gold soit une valeur refuge. Donc oui, vous pouvez trader le gold en tant que valeur refuge ou entre guillemets de diversification, mais si vous voulez une valeur pour se protéger du dollar, avec ce graphique, on constate qu'il n'y a rien de mieux que l'euro. Voilà, parce que regardez le gold concrètement, il n'a pas une corrélation totalement aussi parfaite en tout cas que l'euro. Oui, il progresse, mais ce n'est pas aussi parfait. Voilà, donc à la rigueur, pour même se diversifier et se protéger du dollar, vous achetez un peu de l'euro, donc vous achetez un peu de l'euro-dollar et vous achetez un peu de gold. Au lieu d'acheter, par exemple, je ne sais pas, vous mettez, au lieu de mettre 10 000 euros sur du gold, vous mettez 5 000 sur de l'euro-dollar et 5 000 sur du gold. Comme ça, au moins, vous, on va dire, vous limitez, comment dire, oui, en fait, vous réduisez un petit peu les bruits en intraday. Voilà, parce que peut-être que l'euro, il y aura une statistique qui va aller à l'encontre, ou alors le gold va réagir selon le dollar, etc., etc. Donc au moins vous lissez un petit peu ce bruit. Donc voilà c'était une petite chose que j'ai remarqué hier, cette corrélation parfaite entre l'euro, corrélation négative parfaite entre l'euro et le dollar. Donc pour ceux qui cherchent à se protéger du dollar, vous pouvez acheter un petit peu de gold et un petit peu d'euro. Donc un peu d'euro-dollar et un peu de gold. Voilà, donc c'était une petite aparté, j'espère que vous avez apprécié. Alors, DXY, donc DXY, regardez, on a eu une baisse et en fin de compte, on a eu une mèche. Hein. En daily, c'est une mèche qu'on a eu. On a marqué un plus bas et on est reparti à la hausse. Alors, est-ce que ça va repartir à la hausse? Honnêtement, attention, je ne pense pas. Peut-être en intraday, mais pour concrètement dire qu'on est dans une tendance haussière, il faudrait qu'on ait la cassure de ce momentum baissier du RSI. Donc déjà, qu'on casse 50, qu'on casse cette oblique baissière qui fait pression depuis le mois depuis l'élection de Donald Trump. Voilà, donc pour moi, oui, peut-être ça peut rebondir en intraday, peut-être qu'on peut venir rechercher les 97,50, mais honnêtement, en delà, je pense que c'est trop tôt pour dire que le dollar va repartir à la hausse. Voilà. Si on a des annonces vraiment fortes sur le tapering en septembre, alors oui, en septembre, on peut anticiper un retour sur les plus hauts, mais pour vraiment une simple hausse des taux, une simple prévision à la hausse de la croissance pour 2018 de 0,1 point, je ne pense pas que ça va suffire au marché pour payer du dollar. Les taux US à 10 ans. Alors les taux US à 10 ans, pour répondre à votre question, Jean-Marie, peut-on s'attendre à un reflux des bancaires qui étaient alors plus haut, vu les perspectives d'inflation limitées? Alors moi j'ai envie de dire, pour les bancaires, il faut regarder le taux US à 10 ans. Euh, donc les taux US à 10 ans ont retracé, et donc je vais vous réinviter à regarder un article donc, du Dow Jones que j'ai écrit. Voilà, c'est celui-là, il me semble. Ah non, c'était sur le CAC. Alors, voilà. Regardez un petit peu les taux US à 10 ans en noir et les banques majeures, donc JP Morgan, BNP, Bank of America, Société G, Goldman Sachs. On peut en aligner un tas d'autres. Et vous voyez quand même que la corrélation est, on va dire, quasiment parfaite. C'est-à-dire que si les taux US à 10 ans ou même à 30 ans, etc., hein, mais à 10 ans, ça a une meilleure corrélation. Mais globalement, si si les obligations américaines sont vendues, on a un reflux de capitaux sur les marchés bancaires, sur les actions bancaires. Au contraire, si les taux américains sont achetés, on a les banquiers qui sont sous pression. Ce qui est tout à fait normal parce que les banques détiennent une partie, achètent de la dette. Donc, voilà, se rémunèrent grâce à, à ces intérêts-là. Donc oui, on va dire que dès qu'on a, comment dire, dès qu'on a des taux obligataires américains qui sont revus à la baisse, qui sont baissiers, on a un marché bancaire qui est sous pression. Et à l'inverse, dès qu'on a des taux qui sont à la hausse, donc qui sont vendus, donc concrètement le marché perd un peu en confiance dans l'économie américaine, eh bien on a le marché bancaire qui est acheté. Donc selon votre point de vue, moi comme je vous ai dit DXY et l'économie américaine, honnêtement je
c'est encore trop tôt, hein, c'est spéculatif, mais je ne pense pas que le marché va euh, payer le dollar US comme ce qu'on avait en novembre ou comme ce qu'on avait lors de la première hausse des taux, tout simplement parce que les informations qui nous ont été données hier soir, je pense, ne sont pas suffisantes pour que le marché, pour que ça invite le marché à payer, à avoir confiance, à effacer tous les doutes sur la politique et l'économie américaine qu'on a ces derniers mois. Voilà, donc marché bancaire, je pense qu'il devrait rester plutôt stable. Les taux, je pense, pourraient revenir, rebondir. Je ne dis pas revenir sur des plus hauts, mais voilà, rester au-dessus des 2%. Tant qu'ils sont au-dessus des 2%, concrètement, on n'a pas grand-chose à craindre sur les marchés bancaires. Alors, on passe donc, on a fait ce point de 15 minutes sur la Fed, on passe donc sur le marché asiatique rapidement et on passe sur le marché européen. Donc, le Hang Seng Index, il retourne sur les 25 135 points, aussi pour mensuel, donc repli. On est moyenne mobile à 20 jours, on n'a pas de divergence sur le RSI, on est à 50, on est à près de 50. Ça se trouve dans la semaine, on va clôturer à 50 en journalier, ce qui serait potentiellement un signal haussier pour lundi. À noter que là, on a en hebdomadaire une étoile du soir, c'est-à-dire un signal baissier, donc potentiel retour à 25 000 points sur du moyen terme. Le Shanghai Composite en repli, alors non, en plus 0,06%, excusez-moi. En weekly, on a un chandelier baissier, donc c'est plutôt baissier sur la séance asiatique en hebdomadaire. Vous voyez qu'on a eu un rebond sur 3117 points qui est un support mensuel. Et enfin le Nikkei, un doji, moyenne mobile à 20 jours, RSI qui casse le niveau de support mais qui reste au-dessus de 50. Donc voilà, pour le moment il n'y a pas grand-chose à craindre, il n'y a pas de tendance baissière à anticiper sur le Nikkei tant qu'il y a la moyenne mobile à 20 jours qui est sauvegardée et le RSI à 50 également. Le Nikkei également qui, alors lui, enchaîne une deuxième semaine de baisse, donc qui devrait normalement clôturer à la baisse cette semaine. On a encore une deuxième journée, mais bon. Souvent le vendredi, alors je ne dis pas que vendredi il faut vendre, mais souvent on a une prise de bénéfice des institutionnels et donc on a une prise de bénéfice importante, enfin, qu'on peut remarquer sur les marchés. Je ne dis pas importante parce que c'est pas un crash, c'est pas, voilà, mais on remarque souvent que vendredi, il y a plus souvent des prises de bénéfices, des bougies rouges que des bougies vertes. Le yen, alors le yen qui, alors USD, yen en weekly, donc il est fort hein, ce yen. En intraday, bon, il n'y a pas de mouvement. On regarde donc les paires majeures et ensuite on va regarder les actifs qui sont intéressants pour la journée. L'eurodoll, il revient donc sur les 1,1116 à 1,1167. Alors j'ai parlé avec pas mal d'analystes de DailyFX, dont notamment des analystes du site dailyfx.com, des analystes américains qui ont également une bonne expérience, hein, qui ont plus une dizaine d'années sur les marchés. Et eux, pour être honnête avec vous, ils pensent que l'euro-dollar peut revenir sur un 11, un 11, un 10, et ça serait une zone à l'achat. Pourquoi pas? Après, honnêtement, il faudrait. Moi, je pense que les 1,1167 et le RSI à 50 est un niveau de support intéressant. Euh, Après, s'il y a cassure, oui, le prochain niveau de support, ce sera les 1,11. Mais en attendant, un 11,67, pour moi, je pense que ça devrait tenir. Après, bon, voilà, on n'est jamais sûr, personne n'a de boule de cristal. Mais voilà, c'était pour partager un petit peu leur point de vue, qui sont un peu plus bearish à court terme que moi. GBP USD 1,2730. Bon bah la livre concrètement qui avait rebondi hier, ensuite sous pression à cause du dollar. Et voilà, aujourd'hui on a une baisse de la livre sterling. Enfin il me semble, si on regarde l'euro GBP, l'euro GBP c'est baissier, alors la livre qui est forte. Baissier donc retour à 0,8765 qui a un très bon niveau de support, encore une fois je le répète, ici je l'avais déjà dit, donc voilà, très très bon niveau de support à 0,8750. USD CAD, alors pour regarder le USD CAD, il faut regarder le pétrole, donc on va faire une petite aparté sur le pétrole et on revient sur le USD CAD. Le pétrole vient des hauts à 44 dollars. Il repasse dans sa zone des 45, alors pourquoi il repasse? Simplement parce qu'on a des stocks, on a un déstockage de pétrole moins bon que ce que prévoyait le consensus. On avait moins 2 millions, il me semble, de prévus. Il y a eu seulement moins 1,6 million de barils de déstockés.
de restocker ou déstocker. Alors on va vérifier, excusez-moi. Mercredi. Alors, stock de pétrole. Donc, il y avait -2,4 millions de barils anticipés, alors qu'il y a eu que seulement -1,6. Et si on regarde surtout les stock d'essence, restockage au lieu d'un déstockage. Donc voilà, c'était concrètement deux annonces négatives qui ont fait pression sur le pétrole. Donc là, on arrive sur une zone où je pense l'OPEP pourrait agir sur sa production, agir sur l'offre tout simplement du marché pour faire remonter les cours. Donc soyons patients. Bien évidemment, ils vont pas dire dès que ça atteint les 45 dollars, on gèle, on double le gel de la production. Mais voilà, peut-être que autour des 45-43 dollars, c'est un niveau où si le cours évolue pendant quelques semaines dedans, on pourrait voir l'OPEP agir. Donc le CAD qui est sous pression, l'USD, bon, mince, on l'a vu, il n'y a pas eu vraiment de mouvement. Enfin, au final, on revient au point initial pré-Fed. Donc oui, on a une mèche pareil. De toute façon, sur toutes les paires en dollars, on va retrouver une mèche. Mais voilà, il est plutôt haussier étant donné que le pétrole est vraiment baissier quant à lui, et donc soutient l'USD CAD, ce qui correspond d'un point de vue technique au support, l'oblique, le canal pardon, haussier. Et donc techniquement, l'achat l'USD CAD pour revenir chercher les 1,34, ça serait jouable tout simplement. L'AUD-USD, donc l'AUD on a eu des bonnes statistiques cette nuit, donc prise de bénéfice à 0,76 comme je l'ai dit hier, donc bon il semblerait que le momentum ne s'affaiblit pas, regardez le RSI, la cassure on n'a pas encore confirmé en weekly, mais bon, on teste en tout cas ce niveau-là. D'un point de vue du RSI daily, pas de divergence, en H4, il n'y a pas de divergence, en H1, il n'y a pas de divergence, donc globalement c'est une tendance saine. C'est une tendance saine, donc moi personnellement, le scénario des 0,76, il est en place depuis ce moment-là. Donc il y a eu 100 pips de gain déjà. Peut-être qu'on peut aller plus haut, on peut peut-être venir rechercher encore une fois les 0,76 27 testés deux fois à cause du bruit. Donc une fois à cause de l'AUD, des publications AUD, et une fois à cause de la Fed. Voilà. Donc deux touches cette nuit, vraiment depuis hier. Donc 0,76 27. Pourquoi pas 0,77, mais il faudrait être patient. NZD-USD, donc publication du PIB cette nuit, moins bon que ce que prouvait le consensus. Forcément, le dollar US qui est à plat, on va dire sur une journée glissante, mais le NZD, eh bien, il a été shorté. Donc pullback à 0,7190. Néanmoins, sur le NZD-USD, on a le sentiment d'IG, donc qui est accessible, encore une fois, enfin, pour ceux qui ne le savent pas, sur DLFX Plus, donc vous avez juste à vous inscrire. DLFX Plus, donc c'est juste ici. DLFX Plus, vous inscrivez, vous avez juste besoin d'un compte membre démo ou réalisé, et hop, vous vous connectez, vous avez accès au sentiment. Et donc le sentiment d'IG, il dit, alors le dernier, parce que jusqu'à aujourd'hui c'était haussier, et donc là, il est toujours haussier. Ce qui est important à regarder quand vous regardez ces chiffres-là, je ferai un webinaire dessus, je le répète pour les habitués, c'est le chiffre par rapport à la semaine dernière. Donc le nombre de positions longues ont augmenté de 3,1%, de 31%, pardon, depuis hier. Donc depuis hier, on fait pas très attention parce que depuis hier, ça peut être du bruit. Hein. Il suffit qu'il y a la Fed, etc., d'une annonce et forcément, ça fait sauter des stops, etc., etc. Donc ça n'a pas vraiment de, voilà, de poids, j'ai envie de dire, sur du moyen terme. Et ce qu'on va regarder, c'est sur la semaine. Donc, et 33% plus bas que la semaine dernière. Donc, les positions acheteuses ont diminué par rapport à la semaine dernière. Donc, d'un point de vue moyen terme, c'est haussier. Et les positions vendeuses sont supérieures, sont 27,1% supérieures par rapport à la semaine dernière. Donc, on a d'un côté les positions acheteuses qui diminuent et les positions vendeuses qui augmentent. Et donc, voilà, honnêtement, le sentiment, il reste haussier et il reste fiable. Donc, dernière mise à jour, c'était cette nuit à
3h16 New York Times, donc plus 6, ce qui fait 3 plus 6, 9h. Alors non, c'est... Alors il me semble que c'était à 8h, c'était à 8h16, donc c'était il y a pas longtemps. Bon, puisque c'est 5h, oui, c'est 5h heure d'été, il me semble, donc bon. C'était il y a 10 minutes, hein, la mise à jour, donc voilà, plutôt fiable, hein, ce sentiment. Donc concrètement, le NZD-USD, malgré ce bruit qui est dû au PIB, 0,7190, ça pourrait être vraiment un bon point d'achat pour chercher les 0,7311. Alors l'idéal, ça sera un retour sur la moyenne mobile à 20 jours, mais bon, elle me semble assez loin, oui, loin, cette moyenne mobile. Donc, voilà, 0,7190 avec une bonne gestion de stop, je pense que ça peut être intéressant de venir chercher les précédents plus hauts. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher des bonnes opportunités. Une devise forte, une devise faible. Alors, moi, ma technique, c'est que je vais croiser différentes paires mineures et avec une constante en commun et voir laquelle est la plus forte, laquelle est la plus faible. Donc, je vais commencer par l'AUD. De manière générale, depuis le début de l'année, c'est l'AUD et l'euro qui sont les devises les plus fortes, suivies par le NZD, le yen, le GBP, j'y compte pas parce qu'il y a trop de bruit, l'USD et enfin le CAD. Enfin, le CAD et enfin l'USD. Donc le CAD USD, c'est vraiment les bearish de l'année, depuis le début de l'année, et les bullish, c'est les euros et l'AUD. Donc, on va faire AUD euro déjà, euro AUD, pardon, excusez-moi. Euro AUD, c'est baissier, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'AUD a le dessus. En tout cas, l'AUD superforme. AUD GBP, on l'a vu parce que le GBP était haussier. Alors, AUD GBP, c'est GBP AUD, pardon. GBP AUD baissier, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'AUD superforme et donc fait pression. On peut faire quoi? L'AUD yen, peut-être que le yen superforme aujourd'hui, on ne sait pas parce qu'il a progressé cette nuit. AUD yen, ah, il est haussier, donc ça veut dire que l'AUD superforme également. L'AUD USD, donc on l'a vu, il est haussier. On va faire l'AUD CAD, mais bon, l'AUD CAD, il doit être bien bullish. Voilà. Il est bullish. Donc l'AUD, ça reste la devise la plus forte en intraday. Maintenant, la plus faible, donc, comme je vous l'ai dit, les plus baissières depuis cette année, c'est le dollar US et le dollar canadien. Donc on va faire déjà USD CAD. USD CAD, bon, a priori ça se vaut. Donc on va faire USD Yen. USD Yen, il n'y a rien. Euro USD. Donc l'euro sous-performe. Donc l'euro est encore plus faible que le dollar. Donc là on va faire l'euro CAD dans ce cas-là. L'euro CAD baissier, c'est-à-dire que l'euro est shorté en intraday. Ce qui m'étonne pas, dans le sens que on a le dollar qui était haussier pendant la Fed. Enfin, il y a eu le dernier mouvement était haussier. Et donc, c'est cette tendance-là qui est payée par la séance européenne à l'ouverture. Après, honnêtement, à voir si ça se fait pendant tout au long de la journée. C'est peut-être que spéculatif parce que on l'a vu, il y a une corrélation totalement négative avec le dollar US. Donc forcément, si à la fin de la séance américaine ça a payé le dollar, peut-être que, sans doute, il y a de fortes chances que depuis le début de la séance européenne, ça paye du dollar. Voilà, c'est possible. Parce que si on regarde le DXY, on regarde en H1, en séance, voilà, regardez, voilà, c'est exactement, voilà, exactement ça. Donc depuis l'ouverture du marché européen, ça paye du dollar US. Donc forcément, il y a une corrélation, comme on l'a vu, quasiment parfaite avec l'euro, une corrélation négative parfaite avec l'euro. Donc forcément, si ça achète du dollar, ça vend de l'euro. Maintenant, moi, je pense que ces bruits-là, enfin, les mouvements de court terme qu'il y a sur dollar et l'euro, c'est du bruit. Donc je vais pas me concentrer sur honnêtement, je vais pas prendre en compte ces deux devises-là pour trouver un bon scénario. Parce que ça se trouve, mi-séance européenne, ça va shorter le dollar. Et donc payer l'euro. Donc on va regarder plutôt ce qui est du CAD et du yen. Donc CAD yen, c'est plutôt de l'analyse technique. Donc le CAD est baissier, vraiment baissier. Donc voilà, GBP CAD, pourquoi pas, on va voir entre les deux laquelle est la plus baissière. Donc GBP est bullish, c'est-à-dire le CAD sous-performe. Donc là concrètement, celle qui me semble la moins spéculative et qui est la plus faible, ça va être le CAD. La moins spéculative et la plus forte, ça va être l'AUD. Et donc on va faire un AUD CAD. AUD CAD. Voilà, AUD CAD, il y a un potentiel haussier. En intraday, on peut venir chercher le précédent plus haut marqué en intraday, donc à 1,0096 pips. 0,0096 pips.
Voilà, personnellement, la UD4, j'estime que c'est une devise intéressante. Maintenant, si on veut pas acheter de la UD ou si on veut pas acheter ou si on veut pas vendre du yen, du CAD, pardon, bon bah vous avez compris, c'est la UD yen. La UD yen, mais vous voyez que le chandelier est un petit peu moins bullish. Maintenant, pour les plus agressifs, on a, comme on l'a vu, l'euro qui est baissier, étant donné que le dollar est acheté. Donc pour les plus spéculatifs, vous pouvez vendre l'euro UD. Euro UD, vous pouvez le vendre jusqu'à la moyenne mobile à 50 jours, au précédent plus bas intraday, donc quelques pips, hein, ou voilà, le support à 1,4688. Voilà, ce que je vous propose là, c'est une stratégie intraday. Là, c'est pas du tout une stratégie moyen terme parce que l'euro est bullish. Et regardez sur ce graphique-là, l'euro, depuis mars, a superformé vis-à-vis de la UD. Voilà. Donc voilà, je vais pas chercher à vendre l'euro pour cette raison-là. Donc en intraday, pour les plus spéculatifs, vous pouvez vendre l'euro UD. Pour ceux qui préfèrent l'analyse technique et avec moins de mouvements intraday, on a l'AUD-CAD, achat AUD-CAD ou achat UD yen qui sont intéressants. Et, euh, et voilà, concrètement, c'est un petit peu ça à noter. L'euro GBP à la hausse et GBP à la baisse. Alors, euro GBP, euro GBP à la baisse, donc c'est-à-dire euro baisse et GBP hausse. Puisqu'il est à la baisse, ça veut dire que le GBP fait pression. L'euro GBP, il pourrait revenir honnêtement sur les 0,8765. Ce qui est les 50% de retracement de Fibonacci de la tendance baissière en place depuis novembre dernier jusqu'au enfin le plus haut et le plus bas. Euh, donc octobre, 7 octobre au 2 décembre, on a 50% de retracement. Voilà, donc là on est sur un très bon niveau de support, pullback, qui correspond également au précédent pivot. Voilà, on demande d'un point de vue technique, c'est un très très bon niveau de support et je pense que c'est une bonne opportunité d'achat pour, à court terme, reviser ces 61,8% qui ont quasiment été atteints le 12 juin dernier. On passe sur les indices européens et enfin les matières premières, donc CAC DAX, Eurostoxx c'est baissier. Voilà, baissier en intraday, on a séance asiatique, on l'a vu. Séance américaine plutôt mitigée à la fin de séance. Séance asiatique en repli. Séance européen en repli. Voilà, donc waouh, le CAC casse son waouh. Oula. Ok, donc le CAC retrace la performance depuis la qualification d'Emmanuel Macron du premier tour. Vous voyez, elle a été totalement annulée. On passe sur les 5002. Oula, alors, écoutez, c'est un grand jour aujourd'hui. Ce niveau de support qui n'avait pas été cassé depuis, on vient sur des plus bas de temps de un mois et demi, hein, quasiment. Oui, un mois et demi. Donc ça c'est pas mal. Donc là on casse les 5002. Voilà, le prochain niveau de support, concrètement, il se trouve à 5135 points. Alors je ne dis pas, honnêtement, je ne dis pas qu'il faut shorter jusqu'à ce niveau de support là. Moi personnellement, je vais pas shorter le CAC, je vais pas shorter le DAX. Je vais chercher des points d'entrée, d'achat intéressants. Donc, à la rigueur, si le cours revient à 5130, eh bien, j'en profiterai, pourquoi pas pour passer à l'achat. Après, ça dépendra évidemment du RSI. On n'achète pas un couteau qui tombe, mais on rattrape pas un couteau qui tombe, excusez-moi. Mais bon, je l'ai adapté en version bourse. Mais voilà, le RSI est clairement orienté à la baisse. Je vais pas acheter on va pas acheter un cours qui descend. Donc on va attendre un rebond, une divergence haussière, quelque chose comme cela, un signal haussier tout simplement, pour payer les indices. Voilà, le DAX revient. L'Eurostoxx, voilà, l'Eurostoxx casse également son niveau de support. Alors attention, hein, c'est la première heure de l'ouverture des marchés européens. Ça peut partir à la baisse et dans 2 heures repartir en pleine hausse, hein. Donc faites attention sur les indices européens. Moi je déconseille de toute façon de les trader là aujourd'hui. Le DAX, on va, les niveaux de support c'est 12 666, 12 140. Voilà. Enfin 12 115, 12 500, ça serait des niveaux intéressants. On va passer à l'achat. L'IBEX, alors je vais regarder l'IBEX, on dirait que honnêtement je suis assez intéressé par l'IBEX ces derniers temps. Waouh. Alors l'IBEX, prochain niveau de support, 10 565 points. Voilà, c'est le prochain niveau de support. Alors l'IBEX, à noter que c'est l'indice européen qui fait la meilleure performance, l'indice de la zone euro qui fait la meilleure performance, mis à part l'indice grec, mais c'est normal, il a tellement été shorté que cette année il fait plus que 22% en ce moment, donc c'est tout à fait normal. Mais concrètement, entre
l'indice espagnol, portugais, italien, français, allemand, Eurostoxx, Belgique, Autriche, voilà, tous ces pays de la zone euro, c'est l'IBEX qui affiche la meilleure performance. La croissance qui a été revue à la hausse, l'inflation également, les indicateurs économiques super forment vis-à-vis de la zone euro. Bref, on a vraiment des très très bons indicateurs économiques en Espagne, ce qui est en même temps normal étant donné qu'ils reviennent assez loin, ils ont beaucoup été impactés, bon, comme toute la zone euro, hein, mais par la crise économique. Mais puisque c'est un pays du Sud, bah, ils ont eu plus de retard que les pays comme la France ou l'Allemagne ou voilà les pays entre guillemets du Nord. Et donc le pays du Sud qui vraiment surperforme aujourd'hui, c'est l'IBEX. Le prochain, je pense, ce sera le MIB, l'indice italien, tout simplement parce qu'on a eu euh, on a eu des informations comme quoi les banques italiennes devraient commencer à se fusionner, chose qu'ont fait les banques espagnoles il y a 2-3 ans et qui ont permis de solidifier le secteur bancaire. C'est ce qu'attend en fait la banque, enfin la zone euro, etc. pour vraiment que le secteur bancaire repart à la hausse. Parce que le secteur bancaire américain, il est reparti depuis la crise économique, mais le secteur bancaire européen, il est toujours en dessous de ces points hauts de la crise économique. Tout simplement parce que les systèmes bancaires des pays du Sud ne sont pas assez solides. Alors le secteur bancaire espagnol l'est maintenant, parce qu'il y a eu beaucoup de fusions, et donc ils sont solidifiés, des fonds propres, etc. Enfin, je ne suis pas spécialiste des banques italiennes, mais voilà, il y a eu des fusions, ce qui ont permis de solidifier, euh, le système bancaire espagnol. Ça pourrait être le tour du secteur bancaire italien, et c'est ce qui manque pour que le MIB décolle. Bonjour Pascal, j'ai l'impression que l'US dollar se décorrèle de l'or. Alors, c'est l'or qui se décorrèle, qui perd de la corrélation vis-à-vis du gold, étant donné que le gold passe de valeur refuge à valeur de diversification. On le voit, les marchés sont très exposés sur les actions. On l'a vu avec le crash boursier, enfin le crash, entre guillemets, des valeurs technologiques vendredi dernier. Et on a également le gold qui, depuis le début de l'année, fait une meilleure performance que le S&P. Donc on a les fonds qui investissent beaucoup dans les actions, qui sont très exposés sur les actions, mais également, on le voit, très exposés sur le gold, étant donné qu'ils surperforment. Donc, voilà, on n'a plus cette valeur refuge, c'est-à-dire que quand les actions augmentent et quand le dollar augmente, on a on a le gold qui baisse, et à l'inverse, dès qu'on a le marché des indices, des stocks qui baisse et que le dollar baisse, on a le gold qui augmente. Alors on n'a plus cette corrélation totalement négative, mais ça garde quand même, on a quand même eu un impact du dollar US sur le gold qui est intéressant. Mais voilà, on a un changement comportemental vis-à-vis de l'or. Donc l'or qui est maintenant une valeur de diversification pour tout simplement se diversifier, diversifier le portefeuille, limiter, diminuer le risque, etc., etc. Mais c'est plus une valeur qui est pour le moment que seulement achetée lors des crashs ou des choses comme ça. Vous voyez la différence? Donc voilà, une valeur qui est achetée comme qu'on pourrait acheter du pétrole par exemple. Voilà. On passe donc sur les matières premières. Donc gold, le pétrole, j'ai dit, hein, là on est dans une zone où s'il évolue pendant quelques semaines, alors l'OPEP pourrait selon moi décider de geler encore plus sa production. Le gold 12 161, donc pareil, hein, finalement on a eu aucun mouvement, on va dire, tendance de créer sur du moyen terme. À noter que le gold a parfaitement été rejeté sous les 1276 $, qui est une résistance mensuelle. Donc voilà, là on est sur un pivot, c'est-à-dire que en dessous, le cours pourrait venir chercher 1250, au-dessus, le cours est bullish. Voilà, pour venir chercher 1300. Voilà, écoutez, merci à vous pour votre attention. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Je vais donc vous donner rendez-vous sur le site daillyfx.fr pour les articles, stratégie, et enfin 14h30 avec Yoav Nizar pour stratégie de trading de la séance américaine. Excellente matinée à vous tous et rendez-vous sur DailyFX.